Dans cette forêt tropicale, juste devant toi, tu peux voir un scarabée. Un insecte étrange avec une couleur verte, avec une couche de marron sur ses ailes. La nature, elle est étrange, pleine de surprises. Et une fois que tu as posé les yeux dessus, tu pourrais avoir envie de partir à la chasse de toutes sortes de créatures étranges, de les collectionner et plus encore. Et pour voir qui est le plus fort, tu pourrais même avoir envie de faire des combats de scarabées avec tes amis. Et peut-être qu'un jour il sera assez fort pour affronter la Ligue Scarabée. Cette passion qui a l'air bizarre, elle est partagée par plein de gens sur cette planète, dont un japonais né dans les années 60, Satoshi Tajiri. Lui, il a grandi dans les banlieues de Tokyo, juste à côté de la forêt tropicale. Les insectes, c'était sa passion absolue. Pourtant, c'est pas du tout pour ça qu'il est connu aujourd'hui. Son succès lui vient surtout de sa licence de petits monstres de poche, les Pokémon. Un monde rempli de créatures étranges qui donne envie de partir à l'aventure, de combattre et d'échanger. À travers cet univers, il a réussi à nous transmettre sa passion de lui quand il chassait des insectes. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Ce que je veux dire, c'est comment est-ce qu'il a créé un univers tellement riche qu'il a l'air plus vrai que le nôtre. Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Satoshi Tajiri, c'est l'enfant qui passait toute sa vie dans la forêt. Et il aurait bien pu y passer toute sa vie. Malheureusement, le Japon n'est pas de cet avis. La population explose et les banlieues doivent s'agrandir. Alors le terrain de jeu de Satoshi passe à la trappe. On passe d'une forêt luxuriante à ça. Satoshi est dévasté. Il perd sa passion, mais... En fait... non, pas du tout. Il s'en fout, mais royal. En fait, par-dessus ce béton, on y construit plein de choses, comme des centres commerciaux, des maisons, mais surtout des salles d'arcade. Satoshi, c'est plus un enfant maintenant, c'est un adolescent. Et c'est précisément cet adolescent que tu croises tout le temps à la salle d'arcade, peu importe l'heure à laquelle tu viens. Parce que oui, il y passait ses journées entières. Pourtant, il n'oublie pas tout ce qu'il a vécu dans la forêt. Toutes ces heures à chasser toutes sortes d'insectes. Lui, ce qu'il veut, c'est transmettre ce sentiment, cette saveur, ce parfum. Pour ça, il imagine un monde peuplé de créatures. Satoshi sait qu'il peut pas tout faire tout seul. Alors, il demande de l'aide à son ami Ken Sugimori. Lui, c'est un dessinateur. Il est chargé de donner un corps à Pokémon. Pour ça, il essaye plein de designs différents. Évidemment, tous ne vont pas rester jusqu'à la fin, ils vont être réadaptés. À l'origine, les Pokémon étaient censés être des kaiju, des sortes de grands monstres des forces de la nature. Et on a quelques prototypes qui ont été inclus dans le jeu final. Par exemple, le Rhinophéros qui a été le premier Pokémon design. Mais on a aussi Nidoking. Petit à petit, les Pokémon ont été de plus en plus nombreux. Avec leur design, Ken et son équipe ont imaginé des habitats dans lesquels ces créatures vivent. Et en prenant une région plus large pour accueillir tous ces Pokémon, c'est comme ça que la région de Kanto a été créée. Pour ça, ils sont pas allés chercher très loin. Satoshi a juste pris sa région d'enfance et il l'a mis dans son jeu. Mais maintenant, les Pokémon ont une forme, un lieu et une raison d'exister. Mais il leur manque quelque chose. Une voix. Pour l'instant, les Pokémon sont muets. Et c'est ici qu'arrive notre dernier protagoniste du triumvirate, Junichi Masuda. C'est lui qui va créer une voix à Pokémon et aux Pokémon. Il crée des sons dans tous les sens. Je vais peut-être poser une question bête, mais c'est quoi l'essence sonore de Pokémon? Ce qui fait qu'on se dit ça c'est Pokémon. Accroche-toi bien parce que c'est loin d'être aussi simple. Tout part de là. Oui, une Game Boy. Mais ça, c'est l'instrument de Masuda. C'est grâce à ça qu'il crée toutes les musiques et tous les cris dans Pokémon. Mais faut bien que tu comprennes que c'est un instrument extrêmement limité. Pour te l'imager simplement, c'est comme si tu avais 4 chanteurs devant toi. Même avec la plus grande volonté du monde, ils pourront jamais produire plus de 4 sons à la fois. Là, c'est exactement pareil. La Game Boy, elle a 4 canaux sonores différents, qui permettent chacun de faire une voix musicale. Une note chacun à la fois si tu préfères. Et chacune des voix de la Game Boy peut faire un son très spécifique. Mais pour que tu comprennes mieux, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que le son d'un instrument de musique sonne mieux qu'un instrument synthétisé? En général, le son que tu entends est chaotique. Même si tu prends le son d'un violon, c'est assez désordonné. On peut le représenter visuellement comme ça. Mais si on veut créer une onde artificiellement, on va la simplifier. Plus une onde est complexe et plus une onde est difficile à synthétiser. Mais la Game Boy, elle est très loin de pouvoir faire ça. Tout ce qu'elle peut faire, c'est des types d'ondes très simples. Ce qui veut dire que la Game Boy a 2 voix qui permettent de faire des ondes carrées. Une autre voix qui peut faire des ondes triangles. Et la dernière voix qui peut juste faire du bruit, sans notes, juste du bruit. Voilà avec quoi Masuda fait de la musique. Oui, je suis d'accord avec toi, ça a l'air horrible. Mais Masuda ne peut pas se permettre d'abandonner. Il a cette mission confiée par Satoshi. Il doit rendre Pokémon vivant avec le son. Alors il va expérimenter des choses. Beaucoup de choses. Pour Rondoudou, il essaye des mélodies avec des ondes carrées.
Bon là ça fonctionne parce que c'est un Pokémon qui chante. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire un cri? Je sais pas moi, comme pour Dracofeu. Pour ça il fait quelque chose de différent. Il met des sons un peu désordonnés, il fait un cri, il joue avec les ondes, il les raccourcit, il les allonge, il essaye plein de choses. Et c'est pour ça qu'on a ce son à la fin. Et il a dû faire ça pour les 151 Pokémon. Il a pas que ça à faire, il a aussi toutes les musiques à créer. Parce que oui, il faut une ambiance pour les lieux. Oui, c'était du boulot. Surtout que pour Masuda, c'est un véritable challenge de composer ses musiques. Surtout avec autant de contraintes. Alors comment est-ce qu'il a fait pour toutes ces musiques ? Cet opening est absolument fou. Il me donne envie de prendre mon sac et de partir à l'aventure. Déjà, la première partie, avec ce combat, l'intensité de ce combat. Masuda a vraiment utilisé au mieux la capacité de la Game Boy. Les trois voix sont positionnées de manière simple. La basse qui supporte toute la musique, tout au-dessus la mélodie, le bruit blanc qui donne le rythme, et entre tout ça, à l'intérieur, on retrouve la voix du milieu. Dans le monde de la musique, on charrie beaucoup les gens qui jouent cette voix. En général, ils sont juste là pour compléter. Et ils peuvent se plaindre d'avoir pas spécialement des choses intéressantes à jouer. C'était mon concerto pour alto. Mais avec ces contraintes, Masuda est obligé de l'utiliser au mieux. Mais cette voix du milieu, elle va jouer la même chose que la mélodie, mais 5 notes en dessous, voire 4. Ça va alterner. Ça s'appelle doubler une voix. Alors, en temps normal, ça se fait vraiment pas du tout. Enfin si, ce que je veux dire c'est que ça se fait, mais pas avec 5 notes en dessous. En général, on prend des intervalles plus jolis à l'oreille. En général, c'est soit 6 ou 3 notes en dessous. Parce qu'on considère que cette distance de notes, elle est agréable à l'oreille. Mais ce que fait Masuda avec 5 notes en dessous, c'est vraiment très particulier. Les anciens considéraient que c'était un affront pour la musique de faire ça. Et quelque part, les anciens, ils avaient pas tort, parce que Masuda, il le fait justement pour avoir de la tension. De la tension. C'est ce qui nous donne cette sensation de combat, de dureté dans l'oreille. Et même Masuda, il fait des choses complètement folles, il prend une gamme que personne n'utilise. Pour te dire, je connaissais même pas cette gamme avant. Pour les puristes, ça s'appelle la gamme harmonique majeure, mais ce que tu dois retenir, c'est qu'elle a l'air stable et à la fois pas du tout. C'est ce qui donne ce côté dérangeant. T'as l'impression de connaître, d'être sur tes appuis, mais à la fois tu comprends pas. Un peu comme si t'étais dans un monde parallèle. Non, je sais, c'est comme si tu marchais sur un fluide non newtonien. Tu crois que c'est solide et que c'est liquide à la fois, mais c'est solide que si tu marches. Bref, je pars dans tous les sens, mais je pense que t'as compris. Vraiment, c'est de là que vient la tension du combat. Mais bref, t'as compris d'où vient la tension. Toujours la tension. Mais comment est-ce qu'on fait pour composer une musique qui est réconfortante? Quelque chose pour la ville où tout commence. Oui, le Bourg-Palette. Cette ville, c'est l'origine de tout, c'est la palette de couleurs. Mais avant ça, est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu poses le regard sur un endroit de ton enfance, c'est différent? Parce qu'entre temps, il y a eu plein d'aventures, plein d'expériences, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais dans Pokémon, à chaque fois que tu traverses une ville, t'as de nouvelles expériences. Ça t'apporte une nouvelle couleur que quand tu ramènes dans le Bourg-Palette, ça sera toujours chaleureux. Parce qu'en musique, pour avoir quelque chose dont on s'en souvient, il faut le répéter. C'est d'ailleurs pour ça que presque toute la musique du classicisme est basée là-dessus au début. On a la répétition d'un thème. Après, les anciens du classicisme l'utilisaient plutôt pour dire regarde ce que ça va devenir, mais Masuda l'utilise de manière un peu différente. Il va utiliser cette même idée, mais sans spécialement développer après. Mais en fait, il le fait aussi pour toutes les musiques, parce que la Game Boy, elle est limitée. Et moins tu utilises l'information, mieux c'est. Pour en revenir aussi au côté apaisant du Bourg-Palette, il y a aussi le rythme. Déjà, on n'a pas de côté percussif qu'on retrouve dans la musique de combat. Forcément, on va pas aller se battre au Bourg-Palette. Enfin si, mais du coup on change la musique. Le rythme dans cette musique, il est posé, mais sans vraiment l'être. La musique est vivante, avec une mélodie toute charmante, mais la basse, elle reste calme. Si on rajoute à ça la voix du milieu qui répond à la mélodie, c'est sublime. Là où Masuda est très fort, c'est pour la deuxième partie. Cette fois-ci, pour contraster, il nous met une mélodie plus simple, avec beaucoup de moins de notes, et toujours cette basse très posée. Si on veut garder ce côté un peu vivant et charmant, on le perdrait avec cette mélodie plus simple. Mais il veut encore ce côté vivant en lui. Alors il va mettre un arpège dans la voix du milieu. C'est du
génie. Parce que la Game Boy, elle pourrait pas jouer d'autres choses en même temps. Elle a besoin de la voix du milieu qui se balade. En plus, ça nous donne du rythme, ça nous fait avancer. Et ce que je trouve très perturbant avec cette musique, c'est que c'est évident que ça a été écrit pour 3 voix. En fait, si on voulait rajouter une voix en plus, ça servirait à rien. On peut rien rajouter comme on peut rien retirer. Absolument tout est dedans. Avec 3 voix. Masuda a trouvé un équilibre parfait. Toucher quelque chose à l'intérieur, ce serait stupide. On n'a rien à ajouter comme rien à retirer. Et ça, c'est la définition de la perfection pour l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry. Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. On l'a bien compris, le but de Masuda, c'est de rendre Pokémon vivant avec sa musique. Ce que je trouve fou, c'est que les contraintes de la Game Boy l'ont poussé à s'intéresser à une musique ancienne. Très ancienne. Oui, bon, je l'abuse peut-être un peu ici, là. C'était il y a à peu près 300 ans. On est à la période musicale du baroque. En France, on est en plein dans le règne de Louis XIV, et à travers toute cette période, le seul nom qu'on retient, Jean-Sébastien Bach. Pourtant, il a presque failli tomber dans les oubliettes. Lui, c'était vraiment le nerd de la musique. On dit qu'il écrit des musiques trop bizarres, que ses improvisations sont trop longues. De son vivant, il était pas si populaire que ça. Mais quelques décennies après sa mort, on va le redécouvrir, et on va enfin voir son talent. Jusqu'à même un point où il est presque divinisé. L'Aristochat Berlioz dira de lui: on adore Bach, et on croit en lui, sans supposer un instant que sa divinité puisse jamais être mise en question. Un hérétique ferait horreur. Il est même défendu d'en parler. Bach, c'est Bach, comme Dieu, c'est Dieu. Et quelque part, le fait que Bach serve encore d'inspiration pour des musiques de Pokémon, ça prouve qu'il pèse à un max. À l'époque, on pense la musique avec des voix. Chaque voix a sa mélodie, et elles se complètent entre elles. C'est l'union des mélodies qu'on appelle le contrepoint. C'est pas une vision de la musique qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. En général, on s'arrête à une mélodie et quelques contre-chants grand max, mais avec les musiciens baroques comme Bach et les autres, on se retrouve avec des compositions à 5 voix, 6, 7, et ça va très loin. Et c'est pas des petites voix, c'est des voix très fournies. Penser la musique comme ça a des conséquences inévitables. On fait dialoguer les voix entre elles. Elles s'imitent entre elles, et quand on pousse à bout cette idée, on tombe sur un genre très populaire à l'époque. Dedans, on a une mélodie récurrente qu'on appelle un thème, et qui va se balader entre les voix. Et Bach, dessus, c'était un fou furieux. Il a écrit un volume inachevé, mais où il pousse ce délire à fond. Mais même si on reste plus près de ce que Masuda a fait, on a la musique du bourre-palette, l'arpège au milieu. L'arpège au milieu, c'est extrêmement proche de ce que faisait Bach avec son prélude pour violoncelle. Harmoniquement, c'est très simple ce qui se passe. Mais le fait de décomposer les accords comme ça avec une seule voix, ça nous donne beaucoup de rythme et beaucoup de charme. Avec seulement une seule voix. Et quand Masuda il a épuisé ses 2 autres voix pour faire quelque chose, il peut que compléter avec une seule. Et c'est pour ça que la contrainte technique de la Game Boy permet à Masuda d'épouser une vision ancienne de la musique. Mais bon, on va dire que tu as enfin décidé de partir à l'aventure, tu quittes ton petit patelin. Maintenant, tu tombes sur la route 1. Et là, tu te demandes où est-ce que Masuda a trouvé ses idées pour donner vie à la route 1. Cette route 1, c'est celle de l'aventure. Le monde paraît encore innocent. Ce qui nous donne cette mélodie toute sautillante, et dans mes oreilles de musicien classique, c'est évident. Ça me rappelle quelque chose. Mozart. La mélodie se structure un peu comme une question et une réponse. Le terme plus officiel, c'est antécédent-conséquent. Ce qui donne cet effet à la mélodie, c'est qu'elle suit 2 harmonies différentes, qui sont les 2 plus importantes de la musique, tonique et dominante. Ce principe de mélodie jouée sur les 2 accords, c'est vraiment la signature de la période classique. Et le fait que cette musique de la route 1 qui tourne toujours en boucle avec cette petite mélodie qui sautille, c'est vraiment ça, la musique de l'aventure. Masuda nous a confié que pour écrire les musiques de Pokémon, ça a été un calvaire pour lui.
un gros challenge, mais qu'avec le recul, il était satisfait de ce qu'il a fait. Et pour moi, l'univers de Pokémon, s'il a tellement de vie, c'est grâce au travail de ces 3 personnes. Ça nous raconte une histoire qui nous parle à tous, on a tous envie d'explorer, et ça satisfait tellement nos besoins d'aventure. Mais une fois qu'on a terminé ce jeu et éteint notre console, qu'est-ce qui nous reste à la fin? Bah moi je sais. Il nous reste plein de souvenirs et des musiques plein la tête. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, et si ça t'a plu, abonne-toi!